Emmanuelle Tixier-du-Mesnil est historienne médiéviste à l'université Paris-Nanterre et ses recherches portent particulièrement sur l'histoire de la géographie arabe médiévale et d'Al-Andalus. Al-Andalus, c'est le terme qui désigne l'ensemble des territoires de la péninsule ibérique et certains du sud de la France qui furent à un moment ou à un autre sous domination musulmane entre 711 et 1492. Emmanuelle Tixier-du-Mesnil se propose d'analyser, grâce à de nombreux textes produits à cette époque, comment pouvoir et savoir ont noué des liens solides au cours du beau XIe siècle, dont elle restitue le déroulement et la complexe histoire. Emmanuelle Tixier-du-Mesnil était l'invitée du festival Histoire à venir pour sa 6e édition, qui s'est déroulée du 24 au 28 mai 2023 à Toulouse et dans les environs. Ce festival est organisé par le Théâtre Garonne, les éditions Anacarsis, l'Université Toulouse Jean Jaurès et la librairie Ombre Blanche. C'est au sein de cette dernière que nous nous retrouvons donc le 26 mai 2023 pour une rencontre animée par l'historien médiéviste Daniel Balou. Bonne écoute. Bien, bonjour. Merci beaucoup d'être si nombreux et nombreuses ce matin. Je me présente, Claire Jude, je suis une des organisatrices de ce festival, l'Histoire à venir, cette 6e édition qui s'est ouverte mercredi soir et qui accueille un public très nombreux, nous en sommes vraiment ravis. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à nos auditeurs du jour, donc Emmanuelle Tixier-du-Mesnil qui va présenter son ouvrage sur Al-Andalus, et je remercie beaucoup Daniel Balou, donc professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'Université de Toulouse, qui a accepté notre invitation pour animer cette rencontre. Donc bonne rencontre et merci beaucoup à tous les deux. Merci Claire, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Emmanuelle Tixier-du-Mesnil. Merci d'avoir accepté d'échanger avec moi pendant un petit moment ce matin sur votre nouvel ouvrage. Vous êtes professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université Paris-Nanterre. Vous êtes une spécialiste très, très connue d'Al-Andalus, c'est-à-dire des territoires de la péninsule ibérique intégrés au monde islamique entre 8e et 15e siècle. Et déjà par le passé, il me semble, il y a une dizaine d'années, vous aviez fait un pas important en direction d'un public non académique, non universitaire, avec un recueil de textes que peut-être beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion d'avoir entre les mains, paru chez Garnier-Flammarion. Et vous nous proposez, il est paru il y a quelques jours, je ne sais plus exactement quand, quelques mois, excusez-moi. Vous nous proposez à nouveau un livre qui est un livre qui a l'ambition, et je pense une ambition légitime et assumée, de s'adresser à un public qui n'est pas le public des universités ou pas uniquement celui du monde académique. Un livre qui s'intitule donc Savoir et pouvoir en Al-Andalus au XIe siècle, paru au Seuil dans la prestigieuse collection qui porte pour nom l'univers historique. Alors, ce livre s'appelle Savoir et pouvoir en Al-Andalus au XIe siècle. J'ai eu le sentiment très vite, en commençant la lecture, qu'il apportait en fait beaucoup plus que ce que le titre lui-même promet. Parce que, si j'ai bien compris le projet, et vous allez me corriger si ce n'est pas le cas, ce livre, en fait, est construit autour d'une possible identité andalouse. Est-ce que Al-Andalus a eu une identité? Et vous partez d'un constat, à savoir que cette identité andalouse est affirmée, revendiquée par des intellectuels depuis le XIXe siècle. Vous montrez que cette revendication récente, finalement, datant du XIXe siècle, est fondée sur un malentendu, puisqu'elle est construite autour de ce que vous appelez le mythe de la tolérance andalouse. Et ensuite, en passant par une leçon d'histoire qui m'apparaît intéressante, une revendication de l'histoire politique qui m'apparaît tout à fait intéressante, ensuite, vous reprenez cette question de l'identité andalouse pour montrer que les lettrés d'Al-Andalus eux-mêmes l'ont créé sans attendre les savants du XIXe siècle, mais sur des bases tout à fait différentes, qui ne sont pas celles de la tolérance, mais plutôt celles du savoir, de la connaissance, de l'étude. Est-ce que c'est bien ça le projet du livre ? Oui, c'est ça, c'est parti d'une interrogation, c'est-à-dire que dans un contexte qui est celui de nos sociétés très contemporaines, où tout ce qui a trait à l'islam est très rapidement hystérisé, enfin ça prend des proportions pas possibles,
on entend essentiellement des polémistes. Et sur ce thème d'Al-Andalus, qui revient continuellement, on voit les couvertures d'un certain nombre de journaux ou de magazines qui reprennent tout le temps ce thème d'Al-Andalus. Et les historiens ont l'habitude d'écarter ces débats en disant « ça ne nous intéresse pas, ça n'a rien à voir avec nos sources, on ne va pas se préoccuper de ces arènes médiatiques ». Mais en fait, ces polémistes le font généralement au nom de l'histoire. Et donc, je me suis dit qu'on ne pouvait pas complètement écarter ce débat, on ne pouvait pas l'esquiver, et qu'il était important aussi de montrer des textes, de recontextualiser les débats. Et donc, je me suis demandé pourquoi on avait toujours fait du couple Al-Andalus-Tolérance une évidence. Et j'ai surtout essayé de comprendre à partir de quand ce couple, enfin ces liens en tout cas, avaient été noués. Donc le cliché en quelque sorte, c'est de dire qu'il y a eu une tolérance en Al-Andalus. Et généralement, les polémistes déconstruisent ça en disant « mais non, pas du tout, il n'y avait pas de tolérance ». Qu'est-ce que l'historien peut dire dans un tel débat ? Il dit tout simplement qu'il faut essayer de comprendre ce que c'est que le concept de tolérance. Et le concept de tolérance, il naît à la fin, au début de la modernité, disons, à la fin du XVIe siècle, en Europe, dans le contexte des guerres de religion. Mais que le Moyen-Âge ne pense pas en termes de tolérance. Parce que la tolérance, la notion de tolérance telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui est une des valeurs phares des Lumières, c'est l'acceptation de l'autre à égalité. Ça aurait fait se tordre de rire les guerriers du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge repose aussi sur une inégalité structurelle entre différents groupes. Et donc le Moyen-Âge ne pense pas à la tolérance. Donc il n'y a pas de tolérance andalouse. Mais attention, et c'est là que c'est important que l'historien intervienne, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de coexistence pacifique, de coexistence au sein de sociétés plurielles, avec de très nombreuses communautés religieuses, et dans les faits, effectivement, chrétiens, juifs et musulmans ont existé ensemble en Al-Andalus. Donc il n'y a pas de tolérance au sens où la modernité le pense, mais il y a de fait des sociétés pluriconfessionnelles. Alors dans ces cas-là, à partir de quand on a inventé en quelque sorte l'idée d'une tolérance andalouse ? Il fallait suivre le cheminement de toute cette notion à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle et de voir quels étaient les enjeux. Et à chaque période, on se rend compte que Al-Andalus reste un enjeu. C'est une sorte de motif universel, de paradigme. C'est quand même une terre dont l'existence historique s'est close il y a plus de 500 ans, mais ce nom d'Al-Andalus continue de faire rêver par-delà la beauté des jardins de l'Alhambra ou de la grande mosquée de Cordoue. Ça signifie quelque chose. Alors pourquoi, comment ? Et je me suis dit que ce n'était pas simplement une histoire de la modernité, de la période contemporaine. Si on continue, si Al-Andalus continue à faire l'objet de tant de projections et de fantasmes, c'est parce que quelque chose s'était peut-être noué au Moyen-Âge. Dans la définition, alors effectivement, le terme d'identité est toujours assez répulsif. C'est extrêmement compliqué d'utiliser ce terme d'identité parce qu'il essentialise, il fige, il fixe. C'est pas du tout la fluidité dont on aurait besoin pour montrer la façon dont les gens à un moment ont pu penser avoir un destin commun. Mais il y a quelque chose qui s'est joué au Moyen-Âge et il faut faire essentiellement de l'histoire politique d'Al-Andalus, de dérouler cette longue histoire qui est quand même initiée au 8e siècle, qui se termine au 15e siècle, pour essayer de comprendre la façon dont les lettrés andalous se sont positionnés par rapport au Maghreb, par rapport au reste du monde islamique. Et donc, il faut à chaque fois naviguer entre plusieurs écueils, faire une historiographie quand même importante parce qu'on ne peut pas parler d'Al-Andalus de manière neutre, parce qu'il y a un discours très important, au moins depuis le XVIIe ou le XVIIIe siècle autour d'Al-Andalus. Mais il faut se replonger dans les textes, les relire et essayer de comprendre la façon dont ces médiévaux se représentaient eux-mêmes. Et cette construction du mythe de la tolérance, dont vous venez de dire la fonction dans votre raisonnement et dans votre démonstration, c'est ce dont vous traitez dans une première partie qui est tout à fait passionnante, à travers laquelle vous montrez finalement que ce dont se saisissent aujourd'hui les polémistes auxquels vous venez de faire allusion, ils ne l'ont pas créé eux-mêmes. C'est au contraire le produit d'une tradition qui n'est pas très longue, mais qui remonte quand même à la fin du XVIIIe siècle peut-être, et une tradition qui est restée vivante et qui a été, y compris à différentes reprises, ravivée, réactivée, relancée par des
des conditions historiques ou parfois académiques très particulières. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces situations qui ont contribué à la construction de ce mythe de la tolérance? Alors au début, je pensais que c'était une construction des Lumières. Je pensais que c'était à la fin du XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières, ou disons la première génération des Lumières, à partir des années 1750, qui avaient imaginé qu'il y avait une fantastique tolérance en Al-Andalus. Et puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien sous la plume des philosophes des Lumières. Il y avait en revanche une critique très nette de l'Espagne post-1492, c'est-à-dire que l'expulsion des Juifs, puis ensuite des Morisques par la monarchie catholique à partir de 1492, sous la plume des philosophes des Lumières, c'était d'une certaine façon le début de la fin pour l'Espagne. Elle avait expulsé des populations productives, des populations qui étaient importantes, des populations qui étaient essentielles au fonctionnement même économique de l'Espagne, et que pour l'amour de Dieu, et puis dans des monarchies inféodées à l'Inquisition, en se débarrassant des Juifs et des musulmans, l'Espagne était entrée dans une forme de déclin. Ça, c'est la version des philosophes des Lumières. Il faut voir l'article Espagne de l'encyclopédie. C'est un brûlot absolument terrible. Et puis non, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, en tout cas sur la période qui précède 1492. Alors j'ai continué à dérouler un peu mon fil chronologique et je me suis rendu compte que c'est essentiellement au XIXe siècle. Là, ça a été vraiment une surprise, en quelque sorte. C'est au XIXe siècle que, dans le milieu des Juifs allemands, de l'espace germanique, on a commencé à imaginer qu'il avait existé un paradis andalou qui était très lié à la personnalité et à la très grande figure de Maïmonide, le très très grand savant juif du Moyen-Âge, et qu'il avait existé ce paradis andalou qui avait permis à des Juifs d'exister dans des sociétés majoritairement non juives, sans renier leur religion, mais en participant à la culture globale du pays dans lequel ils vivaient. Et ça, c'est pas du tout neutre pour les Juifs allemands du XIXe siècle, parce qu'il y a un écho évident avec leur situation à ce moment-là. Il faut savoir que dans l'espace germanique, les Juifs n'ont eu la citoyenneté qu'à partir de 1871, c'était pratiquement un siècle après la France. Et l'enjeu, c'est celui donc de l'intégration dans une société majoritairement non juive et d'une intégration par la culture. Et donc, Al-Andalus est une sorte d'ancêtre, en quelque sorte, médiéval de cette coexistence et de la participation par la culture à l'intégration des Juifs dans la société arabe, d'un côté, ou allemande au XIXe siècle. Et à ce moment-là, l'islam n'est pas du tout un enjeu. L'enjeu, c'est véritablement cette place des Juifs. Et c'est là que se noue cette idée d'un lien indissociable entre Al-Andalus et la tolérance. Et ensuite, ce qui est assez étonnant, c'est que ces liens sont réactivés, ou en tout cas cette projection est réactivée au cours de l'histoire, pour toutes sortes de raisons différentes. Dans le cadre de l'historiographie espagnole, où il y a eu évidemment un débat très important au XIXe siècle sur la place de ce passé andalou. Est-ce que c'est une partie intégrante de l'histoire de l'Espagne? Est-ce que ces Arabes n'ont constitué finalement qu'une vague de conquérants qui n'a pas du tout été ensuite digérée par la terre espagnole? Est-ce qu'au contraire, ils sont à l'origine d'une partie des traits culturels de l'Espagne, notamment de la langue? Et donc, il y a toutes sortes de débats. Et ce débat, évidemment, prend place dans tout le débat sur l'émergence des identités nationales au XIXe siècle. Mais au-delà même de ce débat espagnol, il a été, ce lien entre Al-Andalus et la tolérance, réactivé dans des milieux complètement différents, notamment aux États-Unis, à partir des années 1980-1990. Et tout d'un coup, l'idée d'une tolérance andalouse, c'était la magnifique contre-thèse, le magnifique remède contre la théorie du clash des civilisations, du choc des civilisations d'Huntington. Si vous connaissez Huntington, c'est l'idée que de tout temps, l'islam et la chrétienté se sont opposés, et c'est ça, d'une certaine façon, le moteur de l'histoire.
Ça a beaucoup influencé, évidemment, un certain nombre d'intellectuels dans le camp républicain. Et pour Huntington, il y a même des oppositions entre chrétiens et musulmans avant même la survenue du christianisme et de l'islam, ce qui est quand même une gageure, puisque en gros, les Grecs et les Perses, c'était déjà, en quelque sorte, la répétition des musulmans et des chrétiens. Donc c'est quand même une théorie terrible. Et dans un milieu académique, américain dans les années 90, eh bien, la tolérance andalouse, c'était le merveilleux contrepoint à cette civilisation, à cette théorie-là. C'était de dire, ben non, l'islam, précisément, a été ouvert, la preuve à l'Andalous. Et on retrouve notamment une professeure américaine qui s'appelle Maria Rosa Menocal, et qui a fait tout un livre sur les lumières de Cordoue, chrétiens, juifs et musulmans, en mangeant des loukoums à la rose, sous les orangers en fleurs, en devisant d'Aristote, mais pour une sorte d'identité exclusivement culturelle et qui dépouille tout ce que les juifs et les musulmans avaient de juifs et de musulmans. C'est d'ailleurs une spécialiste de littérature romane, elle travaillait, elle est morte assez jeune. Elle travaillait sur les troubadours et elle travaillait surtout sur les sources de l'Espagne chrétienne. Mais donc, à l'Andalous, c'est une très belle histoire. Et donc, on voit qu'à chaque période, ce motif est réactivé pour des raisons complètement différentes. Et elle commence son livre en disant je me suis toujours demandé, en me promenant à New York, pourquoi les synagogues avaient une architecture néo-mauresque. Et elle dit je comprends, c'est à l'Andalous, les Juifs, c'est l'Espagne. D'ailleurs, séfarade, ça veut dire Espagne. Et fondamentalement, c'est parce qu'il y a eu la possibilité d'une existence harmonieuse de ces communautés que les Juifs, ensuite, ont pu prospérer, etc., etc. Alors, c'est une histoire, c'est une jolie histoire, mais elle ne s'appuie absolument pas sur les textes, et notamment, elle ne s'appuie pas du tout sur une histoire politique de ce qu'est à l'Andalous. Et donc, nous, les historiens, on navigue entre tous ces écueils en se disant, attention, il ne faut pas sombrer, évidemment, du côté obscur de la force, c'est-à-dire dire qu'il n'y a pas du tout eu de tolérance, mais il faut montrer quelles ont été les conditions d'une coexistence pacifique. Et là, à ce moment-là, il faut faire une sorte d'opération qui consiste à extraire à l'Andalous de la péninsule ibérique, de changer un petit peu d'échelle, et de se rendre compte que cette coexistence pacifique, elle est structurelle à l'Empire islamique, au Moyen-Âge, et qu'elle est pratiquée pareil au Caire, à Damas ou à Tabriz. Enfin, je veux dire, c'est exactement pareil. C'est l'organisation d'une société islamique, ce qui permet de s'interroger sur qu'est-ce que c'est que le Moyen-Âge, qu'est-ce que c'est que l'Empire islamique. Et là, il y a une différence vraiment structurelle avec l'Occident latin, c'est-à-dire que dans l'Occident latin, la seule altérité religieuse au Moyen-Âge sont des communautés juives qui sont très très peu nombreuses. Et finalement, l'expérience de l'altérité religieuse en Europe, elle se fait avec la survenue du protestantisme. C'est là d'ailleurs où le terme de tolérance apparaît. C'est-à-dire qu'il faut tolérer les protestants. On a essayé de les tuer à la Saint-Barthélemy, ça ne marchait pas. Bon. Donc à un moment, il faut tolérer leur présence de mauvais sujets religieux, puisqu'ils ne sont pas catholiques, mais de bons sujets politiques, puisqu'il faut qu'il y ait la paix du roi ou la paix du prince. Et donc, de ce fait, il faut tolérer comme on tolère une rage de dents. Mais je veux peut-être reprendre la parole parce qu'après je pars. Non. Voilà, effectivement, vous anticipez mes questions. Mais il n'y a aucun problème, ça fonctionne très bien comme cela aussi. Donc, simplement pour effectivement ce parcours historiographique, d'une certaine façon, que vous venez de résumer, c'est ce qui occupe la première partie de l'ouvrage. Moi elle m'est apparue très intéressante parce qu'elle met en évidence d'enjeux socio-économiques, sociopolitiques plutôt, si on veut le dire ainsi, mais aussi ce qui est peut-être moins évident pour nos auditeurs et nos auditrices d'enjeux académiques. C'est aussi parfois des carrières universitaires qui se jouent sur cet étendard de la tolérance andalouse qui est très typique de ce que l'on appelait les cultural studies et d'un certain monde universitaire nord-américain. Et votre analyse
est aussi suffisamment fine pour montrer que cette attitude, cette façon d'insister sur la tolérance andalouse en réaction au discours du choc des civilisations n'est pas dépourvue elle-même de certaines ambiguïtés. Vous écrivez « Des Arabes morts et Européens pratiquant la philosophie et la poésie, buvant du vin et célébrant l'amour des femmes et des éphèbes, sont trouvés dignes de figurer dans la galerie des ancêtres de l'Occident. » C'est quand même pas une façon de prendre l'islam pour ce qu'il a été, pour ce qu'il est. C'est aussi une démarche assez sélective, finalement. Oui, c'est une démarche sélective. Et effectivement, alors je ne sais pas si des carrières académiques se sont jouées, mais les médiévistes et spécialistes du monde islamique n'ont pas véritablement écrit sur ce thème de la tolérance, parce que précisément c'était dans le domaine de la polémique. Mais oui, il y a cette idée qu'Al-Andalus, peut-être elle serait une exception parce que ce serait un morceau d'Europe, peut-être dans le cadre de l'historiographie européenne du 19e et du 20e siècle, parce qu'il y a toute aussi cette tradition espagnole pour essayer de comprendre quelle est la part du passé andalou dans le passé de l'Espagne. Mais Al-Andalus est l'objet aussi de projections multiples parce que son histoire est close, ce qui est quand même rare d'avoir d'une certaine façon un début et une fin. Donc c'est l'objet de toutes les réappropriations mémorielles possibles et imaginables. Et puis il y a cette idée aussi quand même que Al-Andalus, c'est un morceau du passé européen. Et dans cette démarche de Maria Rosa Menocal, pour elle, la tolérance en Al-Andalus se clôt au XIIe siècle parce qu'arrivent les Berbères et parce que donc, quand on déroule l'histoire politique d'Al-Andalus, il y a la conquête en 711, il y a le temps de l'émirat omeyyade, du califat omeyyade. En 1031, c'est la fin du califat omeyyade. Il y a un siècle, le XIe siècle, qui est celui de la partition du territoire califal en de multiples petites principautés qui se font la guerre les unes les autres, ce qui est l'occasion précisément d'un affaiblissement et donc d'une inversion des rapports de force avec la Castille et l'Aragon qui partent à la conquête de cette terre d'Al-Andalus. Et puis l'arrivée à la fin du XIe siècle des Berbères almoravides qui vont ensuite annexer Al-Andalus. Et Al-Andalus va être une des provinces de l'empire berbère des Almoravides, puis des Almohades, jusqu'au milieu du XIIIe siècle. Et pour ces tenants d'une histoire culturelle, il faut voir le changement parce que tout au long à la fin du XVIIIe au XIXe siècle, une partie du XXe siècle, on parlait de l'Espagne, des trois religions, et ensuite c'est passé à l'histoire des trois cultures. Donc effectivement, on est dans les cultural studies. Et donc tout se serait arrêté terriblement quand arrivaient les horribles berbères qui, comme chacun sait, c'est-à-dire en gros les gens qui viennent d'Afrique du Nord, qui sont eux, bien sûr, des fanatiques, etc. Et c'était la fin de ce temps formidable de la tolérance andalouse. C'est la thèse de Maria Rosa Menocal. Mais ça, c'est assez moyennement compatible avec le fait que la plus belle floraison philosophique, c'est au XIIe siècle, avec quand même Averroès. Et à chaque fois, que ce soit dans le cadre des cultural studies ou des polémistes, on écarte toujours l'histoire politique, toujours, pour faire soit une histoire complètement hors sol des communautés. Alors ça fleurit aussi, vous avez l'histoire des Juifs ou l'histoire des savants, mais c'est comme si ces gens n'évoluaient pas du tout dans une société. Et donc, c'est le biais aussi des sources qu'on utilise. Et c'est notamment les polémistes. Alors, régulièrement, alors au printemps, des fois, vous avez la couverture de Valeurs actuelles sur les chimères, la chimère de la coexistence, de la convivencia ou de la tolérance, etc. Et c'est toujours les mêmes choses, c'est-à-dire qu'ils utilisent des bouts de sources juridiques qui disent il ne faut pas être ami avec un chrétien, il ne faut pas vendre des livres à un chrétien, ou, pour dire, regardez la réalité de ce que c'était que les dhimmis, c'est-à-dire les protégés, les chrétiens et juifs, sous domination islamique. Regardez, c'était horrible, etc. Ouais, mais enfin, ça s'appelle le Moyen-Âge. Et précisément, c'était l'organisation d'une coexistence pacifique au sein des sociétés. Je donne toujours cet exemple, je trouve, qui est très parlant, d'un gouverneur arabe du 7e siècle en Bas-Irak, qui interdit aux populations de se convertir à l'islam. Les populations sont essentiellement des chrétiens nestoriens, parce que sinon, ils payent moins d'impôts. Donc faire une histoire de l'Espagne
qui serait exclusivement une histoire de l'opposition entre chrétiens et musulmans, historiquement, ça ne tient pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Dans l'armée qui, avec Al-Mansour, le grand vizir de la fin du Xe siècle, qui va détruire Barcelone et Saint-Jacques-de-Compostelle à la fin du Xe siècle, et bien la moitié des effectifs, ce sont des comtes galiciens et ce sont des chrétiens. Donc, faire une histoire qui serait simplement celle de l'opposition entre chrétiens et musulmans, ça ne fonctionne pas. Donc, dès qu'on réintroduit l'histoire politique, on réintroduit de la complexité. Et évidemment, c'est beaucoup plus difficile que de se fier uniquement sur les sources juridiques auxquelles on peut faire dire tout et son contraire. Parce que quand on répète en permanence qu'il ne faut pas boire du vin, généralement, c'est qu'on en boit. Quand on répète en permanence, mais c'est pareil, je pense aux sources juives qui ont été analysées par Claire Soussen en Espagne, où il y a des procès sans fin, parce que, alors là, c'est dans le cadre de l'Espagne chrétienne, des États de la Couronne d'Aragon, les juifs et les chrétiens passent leur temps à faire des trous dans le mur de séparation pour aller boire ensemble à la taverne, ça fait des problèmes sans fin, etc. Quand il y a en permanence dans les responsables des rabbins qu'on réitère le fait qu'il faut arrêter d'être ami avec un chrétien et qu'il faut aller arrêter, etc., c'est que dans les faits, c'est l'inverse qui se produisent. Et je pensais aussi aux travaux tout à fait intéressants de Juliette Sibon sur les Juifs de Marseille. Et on se rend compte que ce qu'on pourrait appeler assez rapidement une communauté, c'est beaucoup plus complexe. Et puis, les frontières sont beaucoup plus poreuses qu'on ne le pense. Donc, encore une fois, c'est pour réhabiliter une histoire qui est une histoire politique des sociétés où les contextes sont complètement différents. Mais c'est vrai qu'à l'Andalous, pour toutes sortes de raisons, parce que cette histoire est close et parce que c'est un morceau d'Europe, a été totalement idéalisée à l'échelle d'un empire islamique médiéval qui organise les sociétés de la même façon dans d'autres endroits. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la différence structurelle avec l'Occident latin, c'est que, médiéval bien sûr, c'est que dans le monde islamique, les conquêtes islamiques n'ont jamais été des guerres de conversion et qu'il y a une majorité de non-musulmans au sein de l'empire islamique, pratiquement jusqu'au XIe siècle, XIVe siècle en Égypte. Et donc, il est extrêmement important pour les pouvoirs, déjà, d'organiser le prélèvement d'impôts, d'organiser la paix publique. Et on est donc dans des sociétés qui ne pensent pas du tout ce que nous appelons d'une façon un peu rapide les minorités, des minorités qui peuvent être démographiquement supérieures en nombre. Ce qui n'est pas du tout le cas des communautés juives dans l'Occident latin médiéval, qui sont très très réduites. Et donc justement, votre ouvrage, en son milieu, s'apparente à un fort plaidoyer en faveur de l'histoire politique, et vous proposez je vais dire un récit très, très détaillé, très passionnant, là encore, de l'histoire d'Al-Andalus au XIe siècle, puisque c'est le terrain, au plan chronologique, que vous avez choisi pour installer votre observatoire. Mais pourquoi le XIe siècle ? Justement, peut-être parce qu'il y a aussi cette inversion du rapport des forces. Il y a les splendeurs du califat omeyyade de Cordoue. Il faut quand même rappeler que Cordoue, au Xe siècle, c'est peut-être 250 000 habitants. Paris, c'est 200 000 au XIIIe siècle. Et Paris, comme Milan, font figure de monstre urbain à l'échelle de l'Occident. Donc, c'est une indéniable prospérité économique. C'est déboucher aussi des routes de l'or de l'Afrique subsaharienne. C'est l'organisation d'une agriculture, d'un artisanat, comme d'autres zones sont pendant toute une partie de ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge, le seul État qui frappe des monnaies d'or, etc. Donc, si on prend l'Europe, c'est l'État le plus puissant de l'Occident, de l'Europe ou de l'Occident tout court. C'est-à-dire qu'aucun des États post-carolingiens, dans les années 980, n'a la puissance politique et économique du califat de Cordoue. C'est la grande mosquée de Cordoue, ce sublime monument qui monumentalise en quelque sorte la puissance des Omeyyades. Et les califes de Cordoue, c'est pas n'importe qui. Ce sont les descendants de ceux qui ont régné sur l'ensemble du monde islamique entre 661 et 750, issus de la même tribu que le prophète, la fine fleur des Quraysh,
les faucons des Quraysh. Et si Al-Andalus avait été gouverné par une dynastie quelconque, ça aurait été peut-être une très belle province, mais une province parmi d'autres. Là, Al-Andalus au Xe siècle prétend être l'un des centres du monde islamique parce que précisément, ce sont des descendants de califes qui règnent sur cette terre, avec une culture de la langue arabe tout à fait, très différente de ce qui se fait ailleurs, et avec notamment cette idée que Al-Andalus est une île arabe entre la chrétienté barbare et le Maghreb berbère. Donc il y a... alors, je tourne autour du pot parce que à chaque fois, j'essaye de ne pas utiliser ce terme d'identité. Je vois mon amie Anne-Lise Neff, elle me fait les gros yeux dès que j'utilise le terme d'identité. Mais il y a une culture arabe qui est absolument... qui est cultivée. La beauté, notamment, des poésies d'Al-Andalus en témoigne. Et donc, c'est une terre absolument spécifique. Or, au XIe siècle, tout cela s'inverse avec la disparition du califat de Cordoue, avec l'organisation de principautés qui auparavant étaient des satellites de Cordoue, la Castille, l'Aragon, qui progressivement, dans ce projet qui a été appelé par le XIXe siècle espagnol la Reconquista, qui est plutôt, disons, la conquête féodale, parce que ce terme de Reconquista pose problème. Ça signifie que les chrétiens vont reconquérir ce qui leur appartenait déjà. Mais la Castille et l'Aragon n'existaient pas au 8e siècle. C'était le royaume visigothique. Mais cette conquête féodale va se nourrir de la division d'Al-Andalus en de multiples petites principautés. Et les Andalous vont faire entrer les loups dans la bergerie, c'est-à-dire qu'ils vont recruter des parentèles de guerriers mercenaires, ils vont en chercher au Maghreb, ils vont en chercher dans les petites principautés chrétiennes. Et ça va être, d'une certaine façon, alors non pas le début de la fin, parce que la fin intervient des siècles après, mais en tout cas une inversion du rapport des forces. Et ce XIe siècle, qui a longtemps été vu comme exclusivement un temps de déclin, on disait qu'il y avait vraiment un paradoxe, c'est-à-dire que c'est l'apogée culturelle et en même temps une dégénérescence politique, puisqu'il n'y a plus la puissance du califat, mais plein de petites principautés qui se font la guerre. Et j'ai voulu essayer de reprendre un peu cette histoire complexe du XIe siècle et voir que c'est un laboratoire du politique tout à fait intéressant. C'est-à-dire que les Andalous vont quand même faire l'expérience, 200 ans avant l'Orient, de la disparition du califat. Comment on fait quand il n'y a plus de pouvoir légitime, de ce pouvoir suprême légitime qu'est le califat. Et ils vont inventer toutes sortes de choses. C'est-à-dire qu'à un moment, on va aller chercher un sosie du dernier calife omeyyade, Hicham. Alors le sosie, c'est un nattier peut-être, ou un muletier de Calatrava. S'il ouvre la bouche, on voit très vite que ce n'est pas un prince omeyyade, mais enfin, il lui ressemble. Mais tout le monde sait que c'est une fiction puisqu'il a 20 ans de moins que le vrai Hicham, qui vraisemblablement est mort pendant la guerre civile en 1013. Mais tout le monde y croit, ça permet à nouveau d'organiser autour de Séville une forme d'État un peu plus puissant que les autres, etc. Mais en même temps, toutes ces guerres ont miné Al-Andalus, et c'est intéressant aussi de voir la façon dont ces petites cours ont des discours de légitimité, s'opposent les unes aux autres, et vivent évidemment dans ce rêve califal, dans cette fiction impériale. Al-Andalus, c'est la terre des califes, et elle continue à l'être. C'est un des centres du monde islamique, et elle continue à rayonner pour eux. Donc il s'agit finalement, je crois que vous l'écrivez à peu près dans ces termes-là, de créer l'illusion d'une continuité en temps de crise politique profonde et de grandes difficultés face à un voisin castillan, aragonais ou portugais qui désormais manifeste une agressivité dont il a les moyens et qui se traduisent par des conquêtes territoriales. Et cette illusion de la continuité, elle est construite par la culture, par une production culturelle, non seulement par l'innovation politique et par les subterfuges comme celui dont vous venez de donner un exemple, mais par une production intellectuelle, savante, extrêmement riche. Et c'est là que vous placez cette notion d'identité savante. Oui, c'est un peu comme les cours italiennes de la Renaissance, parce que quelle est la légitimité politique des Médicis ? Enfin, c'est des banquiers, c'est pas non plus, c'est pas de la très vieille aristocratie. Donc, je me suis dit qu'en Al-Andalus, mais comme
vraiment dans de très nombreuses cours, la culture, ce n'est pas simplement un ornement de la royauté. Ça peut être aussi une des bases de la légitimité politique, précisément. Alors, très directement, faire venir les meilleurs poètes à la cour de Séville, à la cour de Tolède ou de Badajoz, ça permet de célébrer les mérites des souverains qui prennent des surnoms honorifiques qui font référence au grand calife abbasside. Mais la culture, c'est quelque chose d'essentiel dans la constitution de la légitimité de ces souverains. Et donc, il y a une politique culturelle, mais qui est aussi la conséquence des graines qui avaient été plantées au siècle précédent, à l'époque du califat. On donne toujours cet exemple de la bibliothèque du calife Al-Hakam II, dont on dit, enfin, les sources disent qu'elle abritait 400 000 ouvrages. La grande bibliothèque, enfin les bibliothèques des grandes abbayes carolingiennes à la même époque, c'est entre 800 et 1000 ouvrages maximum. Bon, c'est pas les mêmes ouvrages, il y a des rouleaux, etc. Mais bon, quand même. Même si on divise par 10 ce nombre, 40 000 ouvrages, c'est quand même très important. Et là, il y a une vraie politique, mais qui est une politique impériale, une politique califale, qui est d'aller acheter ou de ramener des livres d'Orient, de l'Orient byzantin, de l'Orient abbasside. Et donc, il y a véritablement une promotion de la culture, de la même façon qu'il y a une promotion de l'architecture, de la même façon que dans cette vigueur de la construction des califats, l'assise politique repose aussi sur un discours impérial, forcément. Et donc, ces graines qui ont été plantées au Xe siècle, elles germent aussi au XIe siècle. Et on peut essayer, parfois c'est toujours difficile avec ces sources médiévales, de faire aussi un peu une histoire sociale. Et on se rend compte, notamment dans les dictionnaires bio-bibliographiques, qu'il y a plein de savants, de lettrés, notamment à la cour de Séville, qui sont issus de milieux plutôt modestes. On voit qu'il y avait quand même un usage de l'écrit assez répandu. Et on voit ainsi une floraison un peu dans tous les domaines. On a celui que les latins vont nommer Azarchiel, le grand astronome qui est à l'origine des tables astronomiques qui seront quand même en vigueur jusqu'à Copernic. On a Al-Bakri, le grand géographe, qui décrit la totalité du monde islamique. On a parmi les plus grands poètes, on a les prémices de ce qui va être la grande génération philosophique qui donne plutôt ses fruits les plus mûrs au XIIe siècle. Vraiment dans tous les domaines, en agronomie, en botanique, on construit des clepsydres sur le Tage. Enfin, il y a quand même une intense vie culturelle et intellectuelle qui n'est pas simplement parce que les princes ont de l'argent. Alors ça permet aussi de nuancer le constat qui faisait de son XIe siècle un temps de décadence. Les archéologues nous montrent qu'on trouve pas mal de trésors. Il y a une multiplication des constructions princières. Il reste encore l'Aljaferia de Saragosse, qui a été très remaniée, mais quand même. Donc il y a aussi une puissance économique qui explique et qui permet cette vie importante. Et donc finalement, cette identité savante qui surgit, elle se manifeste aussi, c'est un autre élément sur lequel, me semble-t-il, on peut attirer l'attention, elle surgit par-delà les appartenances ethniques. Oui, on a longtemps fait une histoire ethnique d'Al-Andalus. Il y avait le califat des Omeyyades, donc avec des princes arabes et puis des sujets andalous. Puis, à la faveur de la guerre civile, c'est une fitna qui déchire Al-Andalus entre 1009 et 1031 et qui voit disparaître le califat omeyyade. Vous avez des chefs militaires qui émergent, dont certains sont des chefs berbères. D'autres sont des esclavons, c'est-à-dire des gens qui sont passés par l'esclavage et qui ensuite ont été de grands fonctionnaires. Ça aussi, on retrouvera ça avec le sultanat mamelouk, des gens qui ont été rasiés et puis ensuite à qui on confie des très grands postes dans l'administration civile ou militaire. Et donc, on avait l'habitude, quand on faisait un peu une sorte de panorama de ces petites principautés andalouses, de dire il y a des principautés berbères comme Grenade, des principautés arabo-andalouses comme Séville ou Cordoue, et puis des principautés esclavones sur le Levant, Valence, etc. Mais en fait, ça ne veut rien dire. C'est l'origine, entre guillemets, de leur souverain. Les populations sont les mêmes. Mais
à partir du moment où il y a trouble, et puis c'est vrai qu'il y a aussi des troupes berbères qui ont été engagées par les derniers souverains omeyyades et par Al-Mansour, c'est comme si tout d'un coup, il y avait des espèces de guerres ethniques entre les Arabes et les Berbères. On est très souvent aussi, dès qu'il est question de l'histoire d'Al-Andalus, dans des considérations ethniques. À Berne, je me suis rendu compte que certains étudiants pensaient que quand il y a eu la conquête arabe de l'Espagne en 711, en gros, il n'y avait plus... l'étudiant m'avait dit, il n'y a plus d'Espagnols, c'est des Arabes qui arrivent et des Berbères. Et puis après 1492 ou après le XIIIe siècle, les Arabes et les Berbères y repartent. Et puis les Catalans, les Aragonais, les Castillans, ils reviennent. Enfin, je veux dire, non, c'est les mêmes populations qui se convertissent, évidemment, au gré des... Et l'histoire ethnique, là, on voit bien dans quelles impasses méthodologiques et épistémologiques elle nous mène. Il n'y a pas d'histoire ethnique pour Al-Andalus, ça ne tient absolument pas. Donc il y a des cours, et il y a des souverains qui sont issus des différentes factions militaires qui se sont fait la guerre et qui ont réussi, sur les décombres du califat, à se constituer des principautés, mais qui sont issus des groupes qui s'opposaient dans l'armée califale. Mais donc il n'y a pas d'histoire ethnique. On voit donc les multiples intérêts de votre nouvel ouvrage, à la fois comme livre d'histoire qui apprend beaucoup, y compris à qui sait un petit peu sur le sujet comme moi. J'ai beaucoup appris à vous lire, mais aussi un intérêt qui tient à la réflexion que vous proposez sur des catégories, sur des sujets qui ont une actualité tout à fait importante. Et je crois que pour toutes ces raisons, il peut y avoir parmi celles et ceux qui nous écoutent peut-être des questions à poser. Donc je vous propose que l'on consacre désormais un petit peu de temps à l'échange et au débat, si vous voulez, y compris avec l'auditoire. Alors, s'il y a des questions, je vous prie de vous signaler et je partagerai avec vous le micro. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Alors, une question toute simple, mais qui sera peut-être plus complexe dans sa réponse. Quelle place des femmes dans ces sociétés, enfin, cette société, ces sociétés, ou une place particulière, ou pas plus que ça, finalement? Alors pendant longtemps, les étudiants me demandaient des sujets sur les femmes et les juifs. Et je leur disais, ça apparaît très peu dans les sources les uns comme les autres, mais c'est toujours pareil, quand on cherche, après, on trouve. Donc évidemment, on peut aussi... alors c'est un peu toujours les mêmes personnages emblématiques qui reviennent, mais je ne suis pas particulièrement penchée sur ça, à part quelques figures féminines, comme la poétesse Walada, ou comme des mères de califes, ou comme... voilà, je ne suis pas véritablement capable de faire une histoire des femmes en Al-Andalus, mais c'est précisément des chantiers qui sont maintenant, ou des champs qui sont labourés par des générations de plus jeunes. Mais en tout cas, quand on cherche, on trouve, ça c'est clair. Vous dites qu'il n'y a pas d'histoire, enfin que ça n'a pas de sens de faire une histoire politique, ethnique, mais j'imagine que quand même dans cette société, le fait d'être juif, le fait d'être chrétien, le fait d'être musulman, ça avait une incidence sur la vie des gens, sur, je sais pas, l'emploi, le statut qu'ils avaient, est-ce qu'ils pouvaient devenir ou non savants, peut-être dans quelle discipline, etc. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça? Ça s'appelle une étude des communautés religieuses, pas des ethnies. On n'est pas musulman, c'est pas un peuple. Donc, bien sûr, c'est précisément dans un certain nombre de ces sources. Bon, les sources médiévales nous permettent d'entreapercevoir surtout les milieux lettrés, notamment celles que j'avais analysées. Par exemple, on a une source assez exceptionnelle qui est un petit traité des sciences par un cadi du XIe siècle qui s'appelle le cadi Saïd de Tolède. Et il montre très très bien que savants juifs et musulmans travaillent ensemble. Et c'est en ça que... Alors, la question aussi des appartenances religieuses, il faut aussi la nuancer par rapport aussi aux appartenances sociales. Il est évident que le savant juif et le savant musulman qui travaillent ensemble, ils sont certainement plus proches l'un de l'autre que le savant musulman avec celui qui lui fait la cuisine ou qui lui lave les pieds. Donc, il ne faut pas confondre précisément ethnie et religion. Donc, évidemment, ça signifie quelque chose. Au Moyen-Âge, il y a la personnalité des lois. C'est-à-dire que quand vous êtes un juif en Al-Andalus, vous êtes géré en partie par la communauté à laquelle vous appartenez de façon juridique. Mais de fait, vous faites partie d'une société
d'une société englobante. Et bien sûr que ça signifie être quelque chose. Déjà, très concrètement, ça signifie, quand on est chrétien ou juif, de payer plus d'impôts. Mais cette histoire politique, précisément, permet de montrer le poids des communautés religieuses dans des contextes qui sont différents. Et ce n'est pas du tout pareil au Xe siècle que ça ne l'est au XIIe ou au XIIIe siècle. Donc l'histoire politique, oui, mais l'histoire ethnique, non. Quelle est la langue commune, demande monsieur. Bon, ça, évidemment, c'est un immense débat. Les élites, très clairement, parlent l'arabe. Ça, c'est très clair. On a une lettre très célèbre des années 850 où un chrétien est absolument affligé parce que les jeunes nobles chrétiens à Cordoue parlent tous l'arabe, versifient en arabe, et, dit-il, il y en a moins de 10 qui sont capables de faire une lettre en latin. Donc là, ce qui est à peu près sûr, c'est que pour les élites, elles parlaient l'arabe notamment. Mon collègue Cyril Hayet, qui a travaillé sur les mots arabes, c'est ainsi qu'on appelle les chrétiens en Espagne, a montré que les chrétiens glosaient en arabe quand ils voulaient faire des commentaires sur des textes en latin. Ils mettent des petites notes en arabe, ce qui montre bien que c'était leur langue usuelle et de culture. On a aussi, surtout à partir de la fin du XIe et du XIIe siècle, des poésies qui sont en espagnol mais écrites en caractère arabe. Après, il y a évidemment toute une diversité. Enfin, il y a des langues romanes qui sont évidemment parlées. Après, les populations, on ne sait pas véritablement. Donc, il y a toutes sortes d'hypothèses qui sont faites par des linguistes spécialistes d'Al-Andalus sur le degré d'arabisation des sociétés. Mais c'est toujours pareil, on est tributaire des sources. Donc, c'est difficile de savoir, avec certainement des évolutions, évidemment, par rapport à sur une histoire de plus de 8 siècles, il y a évidemment des évolutions. Il faut savoir qu'on dit que l'histoire d'Al-Andalus va jusqu'en 1492, mais il faut imaginer que une grande partie de cette histoire islamique de la péninsule est pliée au milieu du XIIIe siècle, parce que les grandes villes, Cordoue, Séville, tombent au milieu du XIIIe siècle, et ensuite il ne reste plus que le petit royaume de Grenade-Malaga, jusqu'en 1492. Mais pour l'essentiel de l'ancienne Espagne islamique, au milieu du XIIIe siècle, c'est terminé, notamment les deux villes emblématiques de Séville et Cordoue, qui tombent en 1248 et en 1236, entre les mains des souverains castillans. Alors, moi, j'ai lu votre ouvrage. Alors, effectivement, ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'est les questions liées à la notion de tolérance que vous déconstruisez un peu. Est-ce que vous pensez que ce mythe de la tolérance peut être également, de façon inversée, être adapté à la situation de l'Italie normande, de la Sicile normande, qui a également été présentée comme une espèce de paradis perdu de tolérance entre les trois religions? Ça, c'était aussi le programme de seconde il y a longtemps. C'était Palerme et c'était Cordoue. Bon, je répondrai moins sur la Sicile. C'est une histoire qui n'a pas les mêmes... Mais c'est cette idée que dans un monde islamique, il y a des chrétiens, des juifs et des musulmans qui font société de toute façon ensemble. Si on reprend sur quelque chose que je connais mieux, qui est Tolède, quand on montre les écoles de traduction, les grands intellectuels, anglais, français, italiens, vont à Tolède, qui est prise par les Castillans à partir de 1085. C'est donc dans une ville chrétienne qu'ils se rendent, mais où il y avait des bibliothèques qui conservaient encore les ouvrages écrits en arabe, qu'ils découvrent la science arabe. Mais il n'y a aucun de ces grands traducteurs qui nous dit qu'il a passé la frontière, qu'il est allé à Cordoue, où au même moment, il y avait Ibn Rushd, c'est-à-dire Averroès, qui écrivait de la philosophie. Peut-être qu'ils l'ont fait, mais qu'ils ne l'ont pas dit. Mais dans ce cas-là, pourquoi ils ne l'ont pas dit? Enfin, bon. Donc, c'est quand même dans la Tolède, et peut-être que c'est pareil pour Palerme après la conquête normande, c'est des endroits où ces intellectuels vont trouver des livres. Mais auparavant, c'est une histoire politique de la coexistence des pluralités, une pluralité confessionnelle. Et là aussi, c'est différent selon les périodes. Mais l'idée que à Palerme ou à Cordoue, c'est différent de ce qui se pratiquait dans le reste du monde islamique, non. Alors, plus je parle de tout ça,
Et plus je me dis que le mythe, de toute façon, est plus fort que l'histoire. Et maintenant, j'en suis arrivée après à prendre le contre-pied de mon propre ouvrage en me disant s'il ne faut pas défendre la tolérance, parce que c'est épuisant d'avoir la déconstruction de la tolérance. Et chaque fois que je vois ces couvertures de valeurs actuelles, j'ai envie de vomir. Et donc, je me dis que peut-être il faut défendre la tolérance. Tant pis. Voilà, allez. Oui, vous avez évoqué au départ le mot de convivencia. Est-ce que vous pouvez bien préciser à quel moment ce mot apparaît, dans quel contexte et qui l'a inventé en réalité? Alors, il y a un débat sur ce terme de convivencia. Donc, c'est même parfois traduit en français comme la convivence, le fait de vivre ensemble. Alors aujourd'hui, on nous explique qu'il faut déboulonner ce mythe de la convivencia, hein, mais vivre ensemble, de fait, ça existait. Alors, il y a une magistrale polémique qui oppose en Espagne deux grands intellectuels entre les années 30 et les années 60, qui est Claudio Sánchez Albornoz, proche des Annales, et Américo Castro. Et on dit toujours que c'est Castro qui a créé ce terme de convivencia, mais il serait certainement un tout petit peu antérieur. Et c'est toujours le même débat au sein des milieux intellectuels espagnols sur la place de ce passé andalou, de ce passé islamique, de ce passé de langue arabe. Est-ce qu'il faut l'intégrer dans la longue histoire de l'Espagne, ou est-ce que ça a été une richesse, en gros, hein, ou au contraire un handicap? Et cette polémique qui oppose alors deux personnes qui sont toutes les deux, ce sont deux républicains qui sont partis en exil en Amérique latine après 1936, mais qui ont des lectures absolument différentes de ce passé andalou. Et Américo Castro, qui est un spécialiste de la littérature du siècle d'or, un des plus grands spécialistes de Cervantes, etc., explique qu'une identité nationale, elle provient de la façon dont les gens se sont pensés dans leur langue. Et que cette langue espagnole, elle s'est enrichie de ces termes arabes très, très nombreux, et que de fait, c'est à l'origine d'une part culturelle essentielle de l'Espagne. Et qu'il y a eu du coup une convivencia qui explique que ces gens ayant vécu tous ensemble, ils ont façonné en quelque sorte la langue espagnole, la société espagnole, l'Espagne. Et Claudio Sánchez Albornoz lui réplique de façon absolument terrible en disant « mais non, mais non, mais non ». L'Espagne a toujours digéré ces vagues de conquérants. La terre ne ment pas. Et fondamentalement, les Espagnols... Alors, il y a toujours la trahison des élites, mais le peuple était espagnol, il était fondamentalement chrétien, etc. Il y a des pages absolument terribles de Sánchez Albornoz, qui est souvent célébré par les historiens, parce qu'il était proche des Annales, sur les Juifs qui ont handicapé complètement l'histoire de l'Espagne, qu'il aurait fallu, comme en France ou en Angleterre, expulser bien plus tôt pour recouvrer la maîtrise de l'économie, hein, et que les Juifs sont toujours usuriers, mais jamais à s'investir dans l'économie, etc. Il écrit ça en 1950, je veux dire, il a quand même passé quelques broutilles quelques années auparavant, et c'est un discours antisémite hallucinant, quoi. Et il est encore très souvent présenté comme un historien très sérieux de l'Espagne. Alors, il a peut-être fait d'autres choses. Bon, ceci dit, c'était un grand spécialiste de l'Espagne chrétienne. Enfin, après, il a fait toute sa carrière, pratiquement, enfin toute sa vie. Il était même président de la République espagnole en exil, mais en exil en Amérique latine. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir très souvent des sources médiévales en castillan, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un discours, évidemment, d'une grande acuité. Et à ce moment-là, le débat, c'est sur cette convivencia. Donc, c'est pour ça que je vous disais que j'en arrive quasiment à défendre la tolérance. C'est qu'aujourd'hui, les gens déconstruisent ce concept de convivencia, mais en gros, ça veut juste dire vivre ensemble. Donc moi maintenant, je déplace un peu ma charge, c'est-à-dire que ce que je voudrais vraiment faire passer, c'est que oui, les gens ont vécu ensemble, non, c'est pas spécifique à l'Espagne islamique. Voilà. En gros, si je pouvais dire en 2 phrases, c'est ça. De fait, ils ont vécu ensemble, oui. Enfin, tous les textes, les travaux archéologiques, il n'y a pas de cimetière
différents jusqu'au XIe siècle. Les fouilles archéologiques d'un petit cimetière près de Madrid montrent que les femmes sont enterrées comme des chrétiennes, les hommes comme des musulmans, et encore parfois ils ont une petite croix dans la main. Enfin bon, c'est infiniment plus complexe, et c'est pour ça encore qu'on retombe sur ce concept si compliqué à manier d'identité, parce que les identités religieuses, précisément, elles sont absolument mouvantes pendant aussi toute une partie du Moyen-Âge. Hein. Et on s'en rend compte pour plein d'autres espaces, hein, notamment la péninsule arabique avant l'islam. On voit l'importance aussi des implantations du christianisme, du judaïsme, d'un judéo-christianisme, une forme de monothéisme assez archaïque. Et voilà, faut imaginer qu'au IXe et Xe siècle, dans des pays qui sont quand même christianisés pas depuis si longtemps que ça. Hein, la Syrie et l'Égypte sont des terres autrement plus profondément chrétiennes au 8e siècle quand arrivent les conquérants arabes que ne le sont l'Espagne ou le territoire des Francs. Hein. Et donc, c'est toujours un plaidoyer pour l'histoire, de voir précisément la façon dont, avec l'évolution des contextes, des sociétés, la fixation du droit malikite, toutes sortes de choses, il y a ensuite des identités religieuses, mais qui sont un des aspects d'identité parmi de très nombreux autres. Oui, merci. Je reste toujours sur la convivence. Pardon. Sur le concept. Dans l'Espagne contemporaine, aujourd'hui, est-ce que c'est un mot qui continue à faire polémique, débat Oui, tout le monde s'étripe là-dessus, mais comme tout le monde s'étripe, évidemment, dès qu'il est question d'islam, c'est toujours pareil. Après, on peut utiliser des termes anachroniques, mais il faut savoir qu'ils sont anachroniques. Enfin, je ne sais pas, quand Le Goff parlait des intellectuels au Moyen-Âge, c'est anachronique. Mais en même temps, il y a un groupe social qui s'appelait les savants, etc. Mais il faut qu'on ait conscience que les termes soient anachroniques. Mais le terme de reconquista aussi est anachronique. Alors, convivencia, oui, ce n'est pas utilisé au Moyen-Âge. Tu connais mieux que moi les Moyen-Âge latins, mais espagnols. Mais de fait, si ça veut dire vivre ensemble, ces gens ont vécu ensemble, bien sûr. J'ai même vu une fois le mythe de la coexistence pacifique. Le mythe de la coexistence. Alors là, franchement, il faut m'expliquer, parce que s'il n'y a pas eu des juifs, des chrétiens dans l'Andalous, comme dans le reste, je ne sais pas qui y avait. Peut-être une minorité bouddhiste dont on a passé à travers les sources, ou des martiens, je ne sais pas, mais dans les faits, les gens habitaient ensemble, oui. Mais du coup, ces modalités de vivre ensemble, on voit que... Parce que, je sais pas, par exemple, sur le territoire de la France, on pouvait dire qu'aussi les juifs et les chrétiens vivaient ensemble. Absolument. Voilà. Mais on voit que c'était pas du tout les mêmes modalités. Je sais pas, moi, il y avait des ghettos, par exemple, des choses comme ça, où les cimetières n'étaient pas partagés. Et là, on voit qu'il y a quand même un vivant. Quand je sais pas. Oui, mais en fait, ça varie. Hein. C'est-à-dire, oui, pardon, excusez-moi. Je veux dire, donc c'est peut-être pas propre à l'islam, mais à tout l'empire islamique. Mais du coup, j'ai l'impression que les différentes communautés religieuses étaient beaucoup plus intégrées les unes aux autres, dans le sens où elles étaient moins séparées. Voilà. Et du coup, ça pose la question de dire, c'est un peu étonnant que ces identités se soient quand même conservées, parce que quand des gens vivent ensemble, on pourrait se dire que ça a duré quand même plusieurs siècles, que les gens, à la fin, on ne sait plus qui est qui. Tout le monde est andalou et personne est, je ne sais pas, juif, chrétien, musulman. Et ça pose question. Enfin... Non, mais je suis d'accord avec vous. Les sociétés médiévales reposent sur la différenciation. Mais il y a les nobles et les ignobles. Je veux dire, qui ont coexisté, ça ne veut pas dire qu'en 500 ans, toutes les barrières sociales ont été, ou en 200 ans pendant la période médiévale, tout aurait disparu. Vous avez parfaitement raison. La différenciation, de toute façon, est une des bases de ces sociétés médiévales, puisque l'égalité n'est absolument pas une valeur. Donc vous avez complètement raison, il y a des chrétiens, il y a des juifs, etc. Mais le poids, la négociation entre le pouvoir et les chrétiens, elle n'est pas du tout la même quand on est au IXe siècle et qu'il y a une majorité de chrétiens à l'échelle d'Al-Andalus, mais pareil dans le reste du monde islamique, que quand c'est au XIIe siècle, qu'il y a les débuts de la Reconquista, qu'il y a beaucoup moins de Mozarabes, parce qu'il y a eu des vagues de conversion, parce qu'on peut éventuellement les soupçonner d'être de potentiels traîtres, une 5e colonne qui serait à la solde de l'Aragon, le regard sur les chrétiens n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que moi, je ne dis pas,
je ne dis surtout pas qu'il n'y a jamais existé de différence entre chrétiens, juifs et musulmans au Moyen-Âge. Je dis que les modalités de leur vie ensemble, elle est organisée différemment selon les contextes et qu'il n'y a que l'histoire politique qui nous permet de comprendre ça. Si on prend l'âge d'or du califat, l'un des principaux conseillers du calife Abdelrahman III, Asdaï Ben Chaprout, qui est le chef de la communauté juive, qui est aussi le médecin personnel du calife, un ambassadeur qui va traduire la Materia Medica de Dioscoride, qui va recruter un moine byzantin qui connaît le grec pour traduire tout ça, etc. Donc, de fait, il existe en tant qu'intellectuel juif à la cour d'Abdelrahman III. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de juifs ou pas de... Mais à ce moment-là, ce n'est absolument pas les mêmes relations que ce ne sera, par exemple, sous le califat almohade, quand à ce moment-là, pour des raisons politiques, eschatologiques compliquées, on va suspendre la protection accordée aux minorités, et qu'en théorie, on ne peut plus être juif et chrétien en Al-Andalus, et que, par exemple, Maïmonide, il est très jeune, sa famille est obligée de s'exiler. D'ailleurs, Maïmonide ne va pas à Paris ou à Londres se réfugier, il va au Caire, parce que là, on y applique véritablement la loi islamique sunnite. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de communauté, je dis que l'organisation de cette vie communautaire et de cette vie de société plurielle, elle est différente selon les contextes. Et que faire de l'histoire d'Al-Andalus, mais très souvent, il y a des raccourcis comme si c'est 1000 ans de Moyen-Âge, mais c'est pareil pour toutes sortes d'histoires. Elles étaient condensées qu'au Moyen-Âge, c'est ça. Mais il y a une évolution extrêmement importante entre le 8e, le 9e et le 15e siècle. Mais vous avez raison, les communautés juives se sont maintenues. Alors, pour vous répondre encore un tout petit peu indirectement, en théorie, sous le califat almohade, on ne peut plus être chrétien et juif en Al-Andalus. Le califat almohade, c'est à ce moment-là pratiquement que les communautés chrétiennes disparaissent de la documentation d'Al-Andalus, comme elle disparaît de la documentation au Maghreb. À ce moment-là, en théorie, il n'est plus possible d'être juif en Al-Andalus. C'est la conversion ou l'exil. On est à la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle. 30 ans après, c'est la conquête castillane d'un certain nombre de villes. Là, parfois, les souverains font dresser, ils font l'équivalent d'un cadastre ou d'un registre, et on se rend compte qu'il y a des juifs, parce qu'il y a un quartier juif. Alors, d'où ils viennent? Ça veut dire qu'ils étaient là avant, ils sont passés entre les mailles. Que ces conversions, c'est peut-être un effet là aussi des sources, et que dans la réalité, c'était impossible à appliquer. Et je pense que ce qui différencie le polémiste de l'historien, c'est que l'historien peut répondre à de multiples reprises, j'en sais rien. Les sources ne nous disent pas, on est peut-être dans un angle mort, on ne sait pas, on sait pas, il y a des hypothèses. C'est là, par exemple, que l'archéologie nous est d'un grand recours, notamment l'archéologie funéraire, la fouille des cimetières, on voit la façon dont les gens sont enterrés, etc. Les délimitations des quartiers, comme vous le savez, le terme de ghetto, il est vénitien, il est du XVIe siècle, mais il y a des quartiers. Il n'y a pas de quartier juif dans les villes islamiques pratiquement jusqu'au XIXe siècle. De quartiers au sens où on l'entend, c'est-à-dire Saint-de-Mur, ce qui est le cas dans l'Espagne chrétienne, mais dont, parfois ce sont les communautés juives qui les demandent pour se protéger aussi de la foule, mais d'un quartier où il soit obligé où on doit absolument résider, Saint-de-Mur, etc., il n'y en a pas à l'Andalous. En revanche, il y a des regroupements confessionnels qui sont évidents. C'est plus simple d'être plus près de la synagogue, d'être plus près du bain rituel. Il y a évidemment des regroupements par affinité, mais comme il y a des gens qui viennent de tel. Donc, il y a des groupes qui existent, mais de penser que ces groupes ont des frontières fixes, etc., sur le temps long, des rapports fixes avec le pouvoir, etc., ça, on peut pas. Ça, c'est pas possible. Moi, ce que je dis aussi toujours aux élèves et aux étudiants, c'est qu'un musulman du XIVe siècle ressemble infiniment plus à un chrétien du XIVe siècle qu'un musulman du XIVe siècle ressemble à un musulman de maintenant. Je veux dire, quand vous avez 10 gosses et qu'il y en a la moitié qui meurent, quand vous avez une dent sur deux à partir de 25 ans, quand vous mangez les mêmes choses, quand vous avez d'une certaine façon le même rapport à la mort, voilà, c'est précisément ça, faire de l'histoire, sans entrer dans des contextualisations complexes. C'est de montrer que précisément, les identités ne sont pas figées. Et il y a des définitions différentes
des groupes sociaux, etc. Oui, l'une des thèses de mon livre, c'est de dire que ce couple qu'on a noué entre Al-Andalus et la tolérance, c'est pas simplement une invention du quotidien, c'est les savants andalous eux-mêmes au XIIe, XIIIe siècle, pour exister au sein des empires berbères, disent nous, on est plus savants que les autres. Parce que qu'est-ce qui reste quand il y a le naufrage du califat arabe? Il reste la maîtrise de la culture arabe. Aujourd'hui encore, c'est un critère de distinction au Maghreb. J'ai rencontré un nombre incalculable de gens qui me disent qu'ils sont d'origine andalouse. Bon, c'est difficile de le prouver. Merci beaucoup. Merci. Il s'agissait d'une rencontre enregistrée dans le cadre de l'édition 2023 du festival L'Histoire à venir, Il était une fois le progrès. Festival d'histoire et de sciences humaines et sociales co-conçu par l'Université Toulouse-Jean Jaurès, la librairie Ombre Blanche, le Théâtre Garonne et les éditions Anacarsis. Réalisation et mise en onde, Radio Radio. Thank you.